been a long, long time since I've got you on my mind. Mais ça tourne! Salut la compagnie! Alors, ça y est, vous êtes convaincus par l'enseignement de mes dernières vidéos? Celui sur l'esprit et la bonne forme, Ruach et Torah? Comment ça, vous en êtes plus si sûr? Mais vous étiez pourtant si enthousiaste la dernière fois? Ah, mais c'est vrai que tout ça est très très fin. Tellement fin que lorsqu'on croit le saisir, ça s'échappe. Rappelez-vous, même à Pierre, il ne lui a pas fallu longtemps pour renier le Christ la nuit de son arrestation, par 3 fois même. Oui, je parle bien de Pierre, le premier apôtre du Christ, lui qui pensait pourtant l'avoir parfaitement compris. Comment? Vous trouvez qu'il y a trop de références religieuses, en particulier chrétiennes, dans mes vidéos? Ah, c'est ennuyeux, parce que je comptais justement vous parler de la croix dans cette vidéo, stauros en grec. Mais je comprends votre gêne. Encore aujourd'hui, sortir le texte biblique fait peur, y compris aux plus grands anthropologues tels que Claude Lévi-Strauss. Et pourtant, mes enfants, si vous voulez vraiment comprendre le paléolithique, vous n'avez pas le choix. Vous devez nécessairement passer non seulement par l'étude des textes les plus anciens du néolithique, mais aussi vous débarrasser de vos stéréotypes religieux. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien si notre pays compte de nombreux hommes d'église parmi les pionniers de la recherche en préhistoire. En fait, d'une certaine manière, le Christ fut le premier anthropologue, lui qui ne se pensait pas comme juif, cananéen ou grec, mais tout simplement fils de l'homme, Ben Adam. Tout comme c'est vrai, Ézéchiel, le prophète, 600 ans avant lui. Mais bon, revenons au procès que me font les pharisiens. Je comprends que mes vidéos les enragent. Après tout, ma théorie bouleverse quand même pas mal de domaines scientifiques. À commencer par celui des études bibliques qui considèrent que la Bible est un mélange d'influences égyptiennes ou assyriennes. Il y a ensuite l'anthropologie qui considère comme un mythe l'idée que l'humanité était autrefois unie, Umma Mutahida en arabe. Mais c'est surtout les linguistes pharisiens que je dérange le plus, qui séparent en 2 blocs irréconciliables les langues du monde occidental, avec d'un côté les langues indo-européennes et de l'autre les langues sémitiques. Et la linguistique, c'est la science la plus fondamentale encore que les mathématiques, car tout est langage, mais tout n'est pas mathématique. Et le problème de la linguistique moderne, c'est que c'est devenu un fatras de théories fumeuses, reposant sur des principes que plus personne ne comprend vraiment et n'ose donc remettre en cause. Et ça ne date pas d'hier. Claude Lévi-Strauss lui-même le disait il y a 40 ans dans ses entretiens avec Didier Héribon, publiés dans De près et de loin. Je vous cite. Est-ce que vous continuez à vous intéresser aujourd'hui au développement de la linguistique? Lui pose comme question Didier Héribon, et Claude Lévi-Strauss répond. La linguistique est devenue si savante et si compliquée que je ne me sens plus capable de suivre. Celle que pratiquait Jacobson me passionnait à l'égal d'un roman policier. Son talent oratoire, son sens dramatique, y était sans doute pour quelque chose. Mais Benveniste avait un tempérament très différent. Et lisant ces 2 grands maîtres du structuralisme, on a toujours le sentiment de participer à une grande aventure de l'esprit. Par comparaison, ce qu'on fait aujourd'hui m'apparaît d'une aridité rebutante. Voilà pourquoi, à la différence des linguistes pharisiens qui parlent un langage que plus personne ne comprend, je fais des vidéos que j'essaye de rendre compréhensibles pour le plus grand nombre. Comme le disait justement Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Ou sur un tout autre registre, comme le dit le Coran, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez à l'aide qui vous pourrez, hormis Allah, si vous êtes véridique. Mais en attendant que mes chers linguistes et anthropologues pharisiens se réveillent, nous allons nous plonger au cœur de ce qui est le mot le plus archaïque du langage humain, stauros, la croix. Pardon, chata, qui se dresse, fixe, immobile. Et vous comprendrez aussi pourquoi, dans votre entreprise, il est temps de standardiser vos échanges administratifs et financiers avec vos partenaires. À tout de suite.
Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que l'inertie, la bureaucratie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été capable de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque ? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Quand l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la fluidification des échanges inter-entreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaine que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, pour commencer cette vidéo, repartons comme d'habitude d'ici et maintenant. C'est désormais un lieu commun que de dire que nous vivons un enchaînement de chocs et contre-chocs qui bouleverse non seulement le monde dans son ensemble, mais aussi notre quotidien, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Rappelez-vous, j'en avais déjà parlé en 2020 dans ma vidéo intitulée « Choc contre choc spaghetti ». Et alors que les réseaux sociaux font émerger des discours de plus en plus radicaux et qu'avec les fameuses fake news, l'information est de moins en moins fiable, on ne compte plus les articles et les livres qui s'interrogent sur cette perte de repères, que ce soit dans notre rapport à l'argent et au travail, ou même avec la fameuse théorie du genre. C'est que, voyez-vous, notre espèce vit un changement profond de paradigme social, culturel, environnemental et géopolitique, où tout ce qui nous paraissait stable et acquis est remis en cause et nous laisse entreapercevoir un futur où rien n'est plus sûr ni certain. Et pourtant, les repères, c'est fondamental. Dans l'entreprise, on appelle ça des standards et c'est très important, en particulier pour ce qui touche à la technologie. Par exemple, grâce au pouvoir des standards que Microsoft a dominé l'informatique mondiale pendant des décennies en faisant de son système d'exploitation un standard. La bataille des standards, c'est vieux comme le monde. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo intitulée « Souveraineté, compétitivité et Cyclades » dans laquelle je vous racontais comment notre pays a totalement raté le tournant d'Internet à la fin des années 70. En fait, toute l'informatique des 50 dernières années ne peut se comprendre sans avoir à l'esprit cette fameuse bataille de standards. Et comme, pour reprendre la fameuse phrase de Marc Andreessen, l'informatique a mangé le monde, on ne peut comprendre l'histoire des 50 dernières années sans avoir à l'esprit cette fameuse bataille de standards. Mais si les standards sont si importants, c'est parce que sans standards, il ne peut y avoir ni échange ni communication. Cette idée du standard comme préalable à toute communication, on la retrouve par exemple à l'œuvre lorsqu'on est en situation de négociation où il est très important de bien planter le décor. Planter le décor, c'est cette étape préparatoire en amont où chaque partie s'applique à définir le cadre de la négociation et à modeler les attentes de sa contrepartie, bref, à définir des standards pour la négociation. Cette étape est tellement cruciale que, d'une certaine manière, le résultat d'une négociation est en général déterminé avant même que les discussions commencent entre les parties. Parfois même, le terrain a été tellement bien modelé par l'une des parties que l'autre partie considère que les discussions ne sont désormais ni possibles ni souhaitables. Bref, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans le monde des entreprises ou à l'occasion d'une négociation, poser des jalons, planter le décor, définir un repère, c'est fondamental. Et ce besoin de repère remonte à il y a très longtemps.
On le retrouve par exemple avec l'idolâtrie, mais surtout dans l'architecture monumentale avec les piliers, les colonnes que l'on retrouve par exemple en Grèce, dans la Rome antique, mais aussi en Égypte avec les djeds et les obélisques. On les retrouve aussi en Europe occidentale avec les menhirs, les dolmens et les pierres dressées, dont les plus fameux se trouvent à Karnak et à Stonehenge. Dans le monde sémitique, du Levant à l'Arabie, ces pierres dressées, Matseba en hébreu, sont connues sous le nom de Béthil, du nom de Beth-El, cet endroit où Jacob érigea une stèle en souvenir du fameux rêve de l'échelle. Jacob, c'est le spécialiste des pierres dressées. Au moment de son alliance avec son oncle Laban, il va ériger non pas une pierre, mais une pile de pierres, ce qu'on appelle un cairn, gal en hébreu, en expliquant que ces pierres seront le témoin de leur alliance, même lorsqu'ils ne seront pas côte à côte. Ces mêmes pierres dressées que des siècles plus tard, le peuple d'Israël devra détruire lorsqu'elles ne seront pas consacrées à l'Éternel, mais à des dieux étrangers. Bref, comme vous pouvez le constater, cette fascination pour ces repères droits et immobiles, visibles de loin par tous, est très ancienne et on la retrouve dans toutes les grandes civilisations occidentales. Et comme vous pouvez vous en douter, cela ne date pas du néolithique, mais bien du paléolithique. Bon, avant de commencer cette plongée dans les origines des statues avec un E et des statues avec un T, j'aimerais rajouter deux petites choses à ma dernière vidéo sur le mot Tara. Et oui, rappelez-vous que j'ai beau être le paraclète, je suis un homme comme tout le monde. La première concerne ce fameux passage des évangiles dans lequel le Christ fait de Pierre, l'apôtre, la pierre angulaire de l'Église et où il lui dit que ce qu'il attachera et détachera sur la terre sera attaché et détaché dans les cieux. Je vous ai expliqué que le Christ avait probablement utilisé le mot grec mitra, qui signifie la ceinture qui s'attache et se détache. En fait, à la réflexion, le jeu de mots d'origine du Christ ne se faisait pas entre Pétros et Pétra, mais entre Pétros et Mitra, qui est en effet bien plus cohérent avec l'ensemble des versets. Et si Mitra a été remplacé par Pétra, c'est là encore probablement parce que le mot grec Mitra faisait, je pense, trop penser au dieu indo-iranien Mitra, dont le culte était très puissant dans l'Empire romain, exactement de la même manière que Logos et Agapé auraient remplacé Eros à la connotation trop païenne, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur le son Ra. La deuxième chose que je voulais ajouter concerne le mot terre qui signifie la saison en égyptien. Il faut savoir qu'en Égypte, il y avait globalement 3 saisons qui étaient rythmées par le Nil. La première, Arit, l'inondation, la saison de la crue du Nil, s'étendait du 19 juillet au 15 novembre. Puis Péret, l'émergence des terres, la décrue du Nil, la saison fraîche de germination, du 16 novembre au 15 mars, et enfin du 16 mars au 13 juillet, Shemou, la chaleur, la saison des récoltes et des impôts. Ce rythme ternaire des saisons est assez différent de nos 4 saisons, même plus généralement de cette alternance binaire de bonnes et mauvaises saisons bien connue des anthropologues. Et il me paraissait important de rattacher ce sens de rythme ternaire avec le sens de tiers qu'a le mot Ra, dont je vous ai déjà parlé. C'est que, voyez-vous, en Égypte, la bonne coupure, c'était celle qui se faisait en 3 terres. Bon, ce petit erratum étant derrière nous, revenons donc à ce qui nous occupe dans cette vidéo, la fascination des hommes pour ce qui se dresse et est immobile, j'ai nommé Shata ou Sta, comme vous voulez. Et pour entamer ce long voyage autour de Shata, je vous propose de commencer par le verbe ester.
Esté que l'on emploie rarement, sauf lorsqu'on est juriste. Esté, cela signifie comparaître devant un tribunal. Esté, c'est fondamental, c'est le mot par excellence qui exprime l'idée d'appartenance à la communauté humaine, communauté organisée autour de ses institutions. Esté, c'est presque aussi important qu'être, sur lequel je reviendrai bientôt. D'esté provient aussi le mot étage, qui signifie l'endroit où on réside, mais aussi le mot stage, qui à l'origine désignait la période que tout jeune chanoine devait faire dans son église. En anglais, bien sûr, il y a le mot set, qui signifie beaucoup de choses, mais avant tout celui de poser, souvent avec un caractère formel et institutionnel. En hébreu aussi, on retrouve chata dans plusieurs mots, avec tout d'abord she'et, qui signifie la force, la majesté, la dignité, l'élévation, et que l'on rencontre par exemple dans la Genèse au chapitre 49, verset 3, lorsque Jacob bénit son fils aîné Ruben en lui disant qu'il est le premier en dignité. Yeter she'et. Yeter, notre fameux surplus qu'on a déjà vu pas mal de fois maintenant. Mais il y a aussi chata, qui a deux sens. Le plus connu étant celui de boire, sur lequel je reviendrai dans ma prochaine vidéo. Et l'autre, c'est installer, fonder, par exemple dans les psaumes ou le livre d'Isaïe. Avec ce même sens d'installer, il y a aussi chatat, que l'on rencontre dans les psaumes, et qui signifie dresser, élever. Mais le plus important, c'est le verbe shit, qui signifie aussi dresser, poser, fixer, et que l'on rencontre partout dans l'Ancien Testament, 85 fois pour être exact. Bien sûr, en arabe aussi, chata est fondamental. On le retrouve très souvent, 12 fois pour être exact, dans le Coran, avec istawa. Istawa, qui signifie qui est établi et que l'on rencontre dans la sourate Yunus, verset 3. Istawa que tout le monde rapproche, à tort, de la racine sawa, mais on y reviendra bientôt. Et enfin, en égyptien, on retrouve le même sens de poser, fixer, dresser, avec une forte connotation formelle et institutionnelle dans set, qui signifie le trône du roi, là où siègent les morts, le palais, la résidence, le foyer, le tombeau, une position et un rang. Bref, exactement le même sens de dignité officielle et de fondation qu'on retrouve en français, en anglais, en hébreu et en arabe. Chata, c'est donc tout à la fois le sens de poser, dresser, comparaître, avoir une place officielle. Ça fait beaucoup de sens mélangés. Et essayons donc de démêler cette pelote pas à pas. Commençons donc par son sens le plus visuel, celui de se dresser verticalement, debout, stand en anglais. En grec, il y a istémi, qui signifie placer debout, soulever, fixer. D'istémie dérive beaucoup de mots, dont stasis, qui signifie l'action de se tenir debout, l'action de poser, que l'on retrouve par exemple dans extase, cette sensation où l'on sort de soi. Il y a ensuite le stulos, qui signifie la colonne, le pilier, et donc provient notre mot style. Alors je sais que beaucoup rapprochent le style du stylet, qu'on va voir dans quelques instants, mais le style, c'est d'abord la forme que pouvaient prendre les colonnes.
le style ionique, dorique ou corinthien. Ensuite, il y a stéma, qui signifie le support, ce qui est debout, et oui, le pénis. De stéma provient le mot stem en anglais, qui signifie une tige, et un autre mot très important, le sustéma. Le système, qui est un assemblage, une combinaison, sur lequel je reviendrai dans ma prochaine vidéo. Mais pourquoi vous riez dans le fond de la classe? Ah, j'ai compris. Bon, vu qu'on ne va pas arrêter de parler de tiges dures qui se dressent, je crois qu'il est temps que je calme les ardeurs des fanas de psychanalyse freudienne. Non, chata, ça n'est pas qu'un délire phallique, c'est beaucoup plus beau et important que ça. Laissez donc retomber votre excitation et concentrez-vous un peu. Revenons donc à hystémie. De ce mot dérive aussi histos, qui signifie le bâton, qui est vertical, mais aussi le rouleau vertical d'où partent les fils de la chaîne du métier à tisser, et qui signifie par extension le tissu. Vous entendez? Stos, chèche, tissu. Tissu qu'on retrouve dans notre préfixe histo, par exemple dans histologie, qui est l'étude des tissus vivants, et qu'on retrouve aussi dans twist en anglais, qui signifie entortiller de fils. Toujours dans le domaine du tissage, la chaîne que croise la trame se dit stémon en grec. Et chéti en hébreu, alors que le lin se dit pishta. Et comme vous avez vu ma dernière vidéo, vous rappelez aussi que la chaîne avec les maillons se dit charchar. Mais alors, le tissage, c'est grec? C'est hébreu? C'est latin? C'est acadien? Mais de partout les cocos, si l'on retrouve les mêmes sons pour désigner le tissage dans toutes ces langues, c'est parce que cette technologie a émergé à un moment où la divergence linguistique était encore relativement faible. Mais on reviendra bientôt sur le tissage. En attendant, d'hystémie dérive aussi le stoïcisme, cette doctrine qui consiste à accepter dignement son sort, la poitrine dressée. Poitrine qui se dit sternon ou stétos en grec. Sternon et stétos. Et dont provient notre sternum en latin. Le sternum, c'est cet os droit devant la cage thoracique qui est dressé. Dans le même registre, on trouve aussi en français le buste, qui provient du gaulois, bustime. Rappelez-vous, la France a toujours été la fille aînée de l'Église, bien avant qu'il y ait une Église et bien avant qu'il y ait des Juifs. Alors, je vous vois venir, vous vous dites certainement, comme moi au début de mes recherches, que ce qui fascinait nos ancêtres, c'était les pierres dressées, les standing stones, qui traversaient les siècles, étaient ainsi les garants des engagements pris entre les parties, comme dans le fameux épisode de Jacob et Laban. Et vous n'avez pas tort, car on retrouve souvent chata avec le sens de dur, par exemple dans stélé, la stèle en grec, qui signifie un bloc de pierre, ou dans stéréos, qui signifie être dur, ferme, endurant, comme une pierre, qu'on retrouve dans un stéréotype.
Un stéréotype, c'est quelque chose qu'il est dur de faire changer. On va en reparler dans quelques minutes des stéréotypes. On retrouve aussi Shata dans ostéon, ainsi qu'en sanskrit. Ostéon, ainsi qu'en sanskrit avec asti, qui signifie l'os, le noyau, la partie dure d'une chose. Et enfin, dans stéar, qui est la graisse compacte, le suif, le lard, avec lequel on fabrique les bougies faites de stéarine. Le suif, c'était très important au paléolithique pour traiter les peaux et les assouplir. Cette idée des standing stones éternels est donc bien adaptée pour comprendre ce sens fortement institutionnel qu'a Shata dans toutes les langues, en particulier en hébreu avec le fameux shit qui apparaît 85 fois dans la Bible. Mais aussi et surtout, bien sûr, en latin, la langue par excellence du formalisme et du juridisme. Et en latin, c'est sto qui règne en maître. Sto qui signifie comme hystémie en grec, se dresser debout et être, mais dont on dérive surtout un nombre impressionnant de termes juridiques. Accrochez-vous, car il y en a un paquet. Tout d'abord, absto, qui signifie être absent. Assisto, qui signifie assister. Consisto, qui signifie consister. Desisto, désister. Persisto, persister. Résisto, résister. Subsisto, subsister. Ensuite, un que j'aime bien, c'est coût, cost en anglais. Que l'on rattache à consto en latin, qui a plusieurs sens, dont celui d'être certain, évident, constaté par les deux parties, en accord. Un coût, c'est ce qui est constaté, constant, ou qui peut dépendre des circonstances. Il y a aussi, bien sûr, constituo, de statuo. Que l'on retrouve dans notre Constitution, mais aussi instituo, que l'on retrouve dans nos institutions, et substituo, qui signifie substituer, très important en droit. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a aussi disto, qui signifie être distant. Existo, qui signifie exister. Insto et insisto, qui signifie insister. Obsto, qui signifie faire obstacle. Praesto, qui signifie à la fois ce qui est prêt avec un T et ce qui est prêt avec un S, et dont dérive à la fois notre verbe présenter et l'expression prêter main forte. Ensuite, il y a contrasto, qui signifie s'opposer, et que l'on retrouve dans le contraste. Prosto, qui signifie proposer à la vente, et d'où dérive notre prostituée. Ou resto, qui signifie arrêter, rester.
Mais attendez, c'est pas fini. Il y a aussi d'autres mots qui ne dérivent pas directement de sto, mais qui y sont apparentés, comme destino, qui signifie destiner, qui signifie fixer, assujettir, assigner, former le dessein. Et obstino, qui signifie s'obstiner, persister. Et aestimo, qui signifie estimer. Voilà pour le latin. En grec, il y a stadios, ce qui est établi et ferme, d'où vient notre stade, dont les limites sont fixées. Ce sens de fixé, de formel, d'institutionnel, qu'a Chata, explique pourquoi l'État, avec un grand E, c'est l'État. Le state. En fait, les linguistes ont identifié depuis longtemps que la racine sta était partagée dans toutes les langues indo-européennes, que l'on retrouve par exemple dans les langues indo-iraniennes sous la forme stan, dans les mots Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan. Le stan, le state, c'est ce qui réunit la communauté des hommes autour de ce qui est dressé debout. Pour rester dans ce domaine formel, on a aussi acheter. Et oui, acheter, c'est esté. Rappelez-vous qu'au paléolithique, ça et chat, c'est à peu près la même chose. Bon, ce rapprochement entre acheter et esté, j'avoue, il est de moi, personne ne sait vraiment d'où vient le mot acheter. Enfin, en anglais, il y a stout, qui signifie être vaillant, fort, courageux, et surtout must, le verbe de l'obligation par excellence. Sans must, pas de trust, pas de confiance, si fondamentale pour le fonctionnement des sociétés humaines. Tiens d'ailleurs, vous vous rappelez, je vous expliquais dans ma dernière vidéo que trust dérivait de tara, la bonne forme. Ce qu'il y a de magnifique avec ce très beau mot qui est trust, c'est qu'on a là un très bel exemple de fusion phonético-sémantique entre tara, la bonne forme, et chata, l'institution. Fusion phonético-sémantique que je vous expliquerai un peu plus dans quelques instants. Trust qu'on retrouve aussi dans la Bible, et oui, dans Néhémie, avec Tirshata, le gouverneur. Le gouverneur, c'est celui qui a la confiance, trust, du roi. Mais bon, je triche un peu, Néhémie, ça se passe en perse, et tout le monde sait que le perse est une langue indo-européenne, comme disent les pharisiens. Mais bon, maintenant que vous avez une bonne vision du champ sémantique de sto, le terme juridique par excellence, il est temps de déboulonner une première statue, celle concernant l'étymologie de testis, le témoin, terme fondamental en droit. Dans La parole impérieuse, page 344, l'anthropologue du droit, Robert Jacob, explique que le testis, c'est l'agent qui participe pleinement à la formation d'actes juridiques. La capacité d'être testis est inhérente à la condition de cuiris, la communauté romaine d'origine. La déchéance de l'un entraîne la déchéance de l'autre. Robert Jacob cite l'exemple de l'intestabilis, celui qui refuse de témoigner et qui, par son refus, se voit non seulement déchu du droit de témoigner, mais surtout pour lequel plus personne ne pourra témoigner. C'est une véritable exclusion mise au banc de la société des hommes et qui ressemble en ça au régime juridique du sacer, que tout le monde pouvait tuer sans problème. Sacer, d'où provient sacré, c'est un peu comme carette, le retranchement dans la Bible. La société primitive romaine, la société des Quirites, est donc une société de témoins qui attestent les uns pour les autres. Mais cette conception ne concernait bien sûr pas que la société romaine, elle remonte au Paléolithique où elle couvrait tout l'espace de l'Afrique de l'Est à l'Eurasie
occidentale. Pour mes fanas de psychanalyse freudienne qui gloussent au fond de la classe, on retrouve aussi testis dans testicule. On pense qu'autrefois, on jurait et on témoignait l'un pour l'autre en se touchant les testicules. Comme par exemple dans la Genèse, au chapitre 24, lorsqu'Abraham fait jurer à son serviteur de ne pas faire épouser à son fils Isaac une étrangère. Ou au chapitre 47, lorsque Jacob, sur son lit de mort, fait jurer Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte. Bon, tout ça est fort sympathique. Le problème, c'est que Robert Jacob, comme beaucoup, fait remonter l'étymologie de testis à terstis, avec l'idée que le témoin est celui qui se tient en tiers, terstis, en citant le grand linguiste Émile Benveniste dans le 2e tome de son vocabulaire des institutions indo-européennes, page 119. Ceux qui me connaissent savent que je suis fanat non seulement de Benveniste, mais surtout du concept de tiers de confiance. Et c'est donc bien malgré moi qu'il m'a fallu me rendre à l'évidence que testis n'avait strictement rien à voir avec terre et tout à voir avec chata, le mot fondamental incarnant l'institution au Paléolithique. Testis, ça n'est pas trust. Tout comme la Torah, ça n'est pas un testament, ni ancien, ni nouveau. Cet important petit aparté sur testis étant derrière nous, revenons donc à sto. Nous avons vu que ce mot incarnait l'institution et qu'on pouvait le rapprocher du concept de standing stone, les pierres dures dressées. L'autre élément caractéristique d'une pierre, c'est qu'elle est immobile. Alors je reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo sur cette fascination d'Homo sapiens pour l'immobilité. Sachez juste pour le moment que sto, c'est ce qui est stable, statique. Tout comme l'est le statut, l'état, être là ou là, l'état d'être. On retrouve ce sens d'immobilité dans statos, stationnaire, ou stasis, qui est l'action de se tenir, la stabilité ou la fixité. Il y a aussi stagno, en latin, qui signifie stagner. Situs, surtout le site, la position, mais qui signifie aussi la crasse, la saleté, le moisi, la rouille, sur lequel je reviendrai aussi plus longuement dans ma prochaine vidéo. Enfin, bien sûr, il y a stabilis, qui signifie à la fois ce qui est stable, mais aussi ce qui est établi. Il y a aussi statio, la station, assise ou debout, spécificité des hominidés. Sans oublier positus, la position, dont tout le monde pense qu'il dérive de pono, alors que c'est pono qui dérive de positus. Mais on reviendra dans ma prochaine vidéo sur ces suffixes. Enfin, toujours dans ce registre de l'immobilité, il y a stella, les étoiles qui sont fixes, chata, et qui font de la lumière. Mais aussi les stupides et les sots, comme mes anthropologues et linguistes pharisiens qui restent immobiles et la bouche bée devant ces étoiles que sont mes vidéos. Stupides et sots qui proviennent bien sûr de stolidus, stultus et stupéo en latin. Ce sens d'immobilité, on le retrouve en anglais avec stun, qui signifie étonné. Stead, la place, qu'on retrouve aussi dans instead, à la place. Still, qui signifie immobile, toujours. Stall, qui signifie à la fois un emplacement, une stalle, où on garde les talons, mais aussi s'arrêter, caler brusquement. Bon, c'est finalement pas si compliqué tout ça.
Chata, qu'on retrouve dans toutes les langues, qui couvrent l'Afrique de l'Est à l'Eurasie occidentale, c'est ce qui incarne l'institution qui se dresse immobile et dont les pierres dressées sont l'archétype. Pas si compliqué, vous êtes sûr ? Le problème, c'est que cette belle explication est erronée ou au moins incomplète. Tout d'abord, la pratique des pierres dressées n'a émergé qu'avec le néolithique, les plus anciennes étant probablement celles de Göbekli Tepe en Turquie, datant d'il y a environ 12 000 ans, à un moment où nos ancêtres disposèrent des capacités techniques et organisationnelles pour déplacer et ériger ces monstres de plusieurs dizaines de tonnes. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'ère d'abondance, vous savez que le langage est bien plus ancien que le néolithique, en particulier s'agissant d'un mot aussi universel que chata. Mais ça n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, il est sémantico-linguistique. Car figurez-vous que dans beaucoup de langues, chata a aussi le sens de ceux qui goûtent. En particulier en hébreu, où chatat a aussi le sens de ce qui coule goutte à goutte, en particulier dans le traité des tentes Ohalot, traité qui traite des lois relatives aux maladies de peau. Mais on reviendra dans ma prochaine vidéo sur ces tentes et ces maladies de peau qui se disent aussi chéettes, soit dit en passant. En attendant, ce sens de goutte, on le trouve aussi en latin où la goutte se dit stilla ou styria. Et en grec, où la goutte se dit stagon ou stylé, du verbe stazo, ou stalasso. Qui signifie couler goutte à goutte. Enfin, on retrouve aussi nos gouttes dans la moiteur, moisture en anglais. Quand on a les mains ou le front moite, c'est qu'on a des gouttes qui perlent sur nos mains ou sur notre front. Et du coup, j'étais un peu moins sûr de mon explication sur chata. Comment en effet réconcilier cet immense champ sémantique de l'institution avec cette idée de goutte ? Au début, j'ai pensé aux stalagmites. Et oui, les stalagmites ou les stalactites. Stalactite, de stalasso en grec. Je me disais que ces impressionnantes structures minérales avaient dû marquer les esprits de nos ancêtres. Mais j'avais du mal à réconcilier l'universalité du mot chata, en particulier sa présence en Afrique de l'Est, en Égypte, avec une explication qui faisait intervenir les grottes ornées d'Europe occidentale datant d'il y a environ 20 000 ans. C'était à la fois beaucoup trop loin, géographiquement, en Afrique de l'Est, et aussi beaucoup trop récent. Ça m'a travaillé pas mal de temps, jusqu'à ce que là encore, eureka, je réalise qu'une goutte coule toujours le long d'une pointe, d'un pic, et que plutôt que les stalactites et les stalactites minéraux, c'était les stalactites de glace universelles sous les latitudes tempérées qui avaient été à l'origine de ce déplacement sémantique. Et oui, parce que figurez-vous qu'on retrouve ce sens de pointe qui pique associé à chata, en hébreu, en égyptien, en grec et en latin. Avec tout d'abord, en grec, stizo. Pique, pointe. Et stizo, qui signifie piquer. Tatouer. Stigma, qui signifie une piqûre, un tatouage. Et en latin, asta, la lance. Ça vous dit quelque chose, les stigmates du Christ et la lance avec laquelle le soldat, le stratiotes,
transperce le flanc du Christ encore sur sa croix. Mais patientez encore un peu, on arrive bientôt aux évangiles. En latin, on retrouve aussi chata avec le sens de piquer dans stylus, qui signifie une tige pointue, un épieu, un stylet, une pointe dans stimulus, qui signifie l'aiguillon, la pointe, mais aussi dans stingo, qui signifie éteindre, mais qui semblait initialement avoir aussi le sens de piquer, que l'anglais a gardé avec sting, et qu'on trouve par exemple dans extinguo, qui signifie à la fois émousser, une pointe, un tranchant, et aussi éteindre, ou dans instigo, qui signifie instiguer, dans distingo, qui signifie distinguer par une marque, un tatouage. Le feu, ça pique, ça s'attise, attiser, stock, en anglais. Les médiévistes parmi vous, ou les anciens amateurs de jeux de rôle, comme moi, connaissent probablement aussi ce qu'on appelle les armes d'estoc et de taille. L'estoc, en vieux français, c'est la pointe. Et la taille, c'est le tranchant d'une arme. Pour rester dans le vieux français, il y a aussi estachier, qui signifiait fixer, planter, et que l'on a conservé avec attaché. Enfin, notez que notre sternum, qui est dressé, a aussi une forme de pieu. En anglais, il y a deux animaux qui sont particulièrement pointus. Stag, le cerf, au bois pointu. Et stork, la cigogne, qui se tient à la fois bien droite et qui a un bec bien effilé. Mais il y a surtout stitch, qui signifie percer, coudre avec une aiguille. Stab, poignarder, transpercer. Shoot. Et cast, qui signifie tirer. Et dans stake, qui a le double sens de pieu, mais aussi celui d'enjeu, de mise, où l'on retrouve notre lien avec l'institution, ce qui est formalisé. Cast a stake, c'est d'ailleurs pas très éloigné de stokos, la cible en grec. Ce qui est beau avec chata, le pieu immobile et dressé, c'est qu'il est non seulement très stable, mais qu'en plus, il s'oppose et se combine en même temps naturellement avec Ra, qui exprime l'idée de jaillissement et qu'on a vu au début de cette année. C'est ce que j'appelle les trois compères Cha-Ta-Ra. Pour ce qui est de l'opposition, pensez par exemple à la chaîne, Cha, et à la trame, Tara, qu'on a déjà vu, ou aux comparatifs et aux superlatifs en anglais, tels que mort et most. En français, pensez aussi à esté en justice, qui est tout sauf errer. Et enfin, dans la mythologie égyptienne, pensez au conflit qui opposait Isis, Aset en égyptien, et Seth, aux dieux Ra et Horus. Mais Chata ne fait pas que s'opposer, il se combine aussi avec Ra. En hébreu, on a déjà vu Reshet, le filet qui combine le rare, le rayé, le son ra, avec le tissu, chata. En français, il y a par exemple la strie, ou en anglais, streak. Proche aussi probablement de strike et stroke.
en anglais. La strie, c'est cette trace, ra, que l'on fait avec un objet pointu, chata, et qui fait un bruit strident. Tout comme styria était la goutte qui coule, ra, le long de la pointe, chata. Sens que l'on retrouve aussi d'ailleurs avec stream en anglais. En fait, l'anglais adore cette forme en stre, chatara, avec par exemple, bien sûr, strong, qui signifie fort, straight, droit et honnête, strive, s'efforcer, stride, marcher à grandes enjambées, stair, l'escalier qui se dresse, steer, redresser, diriger, ou bien sûr stare, qui signifie regarder fixement. Dans chacun de ces mots, chata exprime l'idée de ce qui est droit, dressé, dur, et ra incarne la puissance, le mouvement, la direction, la dynamique. En latin, cette combinaison chata-ra, immobilité, puissance, se trouve aussi dans rostrum, le rostre, l'éperon des navires ou des insectes qui transpercent. Ou dans strix, le hibou, immobile au regard perçant. Ou dans aster, les astres, immobiles, fixes et lumineux. C'est ce que j'appelle la fusion phonético-sémantique qui peut aussi se faire entre chata, la pointe qui goûte, et tara, la torsion. Par exemple en grec avec stragizo, qui signifie essorer, stragizo, essorer, tordre pour faire sortir les gouttes, et qui a donné ensuite le sens d'étrangler. Stragizo, c'est tordre, tourner, tara, pour faire sortir les gouttes, chata. On retrouve aussi ce mélange entre droit et torsion avec rest en anglais, qui signifie tordre, qu'on retrouve aussi dans le poignet, wrist. Le poignet, c'est cette articulation entre le bras droit et la main mobile, ainsi que dans strap et strip, ces bandes droites qui entourent, comme les téphilines, les phylactères, que j'avais mis dans ma vidéo sur le Messie. Enfin, en grec, dans le même ordre d'idée, il y a aussi les strophes de strépho, en grec, les strophes en poésie, bien sûr. Même si la fusion phonético-sémantique est ici moins évidente. Mais il y a surtout steer, avec lequel j'ai choisi de commencer cette vidéo. Vous vous souvenez de cette fameuse chanson de Bob Marley? Steer it up, little darling, steer it up. Steer, c'est très intéressant, parce que steer, c'est d'abord inciter, exciter, avec une pointe, ou chata, la pointe entraîne ra, le son, la puissance. Mais steer signifie aussi mélanger une soupe ou un bouillon avec une cuillère ou un bâton droit vertical. Et on retrouve ce sens aussi dans storm. La tempête en anglais. Et on a donc avec steer non seulement une première fusion phonético-sémantique, chata la pointe et ra le jaillissement, mais aussi une deuxième fusion phonético-sémantique, chata ce qui est droit et tara ce qui tourne. Maintenant vous en savez plus sur ce que j'appelle la fusion phonético-sémantique en linguistique paléolithique. Revenons à notre pointe.
En hébreu, on retrouve chata avec ce sens de pointe dans plusieurs mots, à commencer par chaït, le buisson d'épines. Chaït. Très important aussi les épines dans les évangiles. Rappelez-vous la couronne d'épines du Christ. Il y a aussi chatam qui signifie forêt, percée ou l'entrée d'une grotte. Ou chatal qui signifie planter un arbuste ou un arbre. Et enfin chatara qui signifie avoir peur. Un petit peu comme Rata, qu'on a vu dans mon avant-dernière vidéo sur la terreur du trou. La terreur du trou, c'est toujours un petit peu la terreur de la pointe. Mais il y a un autre mot très important en hébreu pour le paléolithique, c'est keshet. L'arc et ses flèches pointues. L'arc dont on retrouve les premières traces en Europe il y a environ 17 000 ans, mais qui est probablement beaucoup plus ancien. On y reviendra dans quelques vidéos. Et enfin, comment pourrais-je ne pas mentionner Seret, l'épine qu'on a déjà vue, avec ici une magnifique fusion phonético-sémantique, identique à celle qu'on retrouve dans Styr. Et bien sûr, ce hiéroglyphe 7, représenté par une flèche plantée, qu'on retrouve dans Seti, qui signifie à la fois tirer une flèche ou allumer un feu, exactement comme dans Stingo en latin. Et oui, comme vous pouvez maintenant le comprendre, derrière les pierres dressées qui fascinaient tant nos ancêtres au néolithique se cache en fait le souvenir paléolithique de l'épieu qui se plante en terre. Je reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo sur les raisons qui expliquent cette fascination pour l'épieu. Mais en attendant, ce qui est important, je crois, de constater, c'est à quel point la linguistique paléolithique nous permet d'accéder à des connaissances inaccessibles par tout autre moyen. Car le problème des épieux, c'est qu'ils étaient en bois. Et le bois, ça se conserve très mal. Les plus anciens épieux qu'on ait retrouvés sont ceux de Schöningen en Allemagne, qui datent d'environ 400 000 ans, à une époque où notre espèce, Homo sapiens, n'existait pas encore, et où nos cousins, l'homme de Néandertal, vivaient tranquilles en Europe. Mais les paléoanthropologues et les primatologues savent que les épieux ont constitué les premières armes de nos ancêtres il y a de cela plusieurs millions d'années, car on a de nombreuses observations de chimpanzés chassant avec des épieux. Et ceci explique pourquoi on retrouve chata avec une telle stabilité phonético-sémantique dans toutes les langues d'Afrique de l'Est et d'Eurasie occidentale. Chata remonte à il y a très très longtemps, peut-être même avant l'émergence de notre espèce Homo sapiens. Et cet archaïsme est une des raisons qui explique pourquoi on retrouve chata au cœur de toutes nos institutions. Car ce mot a fasciné nos ancêtres pendant au moins des centaines de milliers d'années. Rappelez-vous, le langage, les rituels, les mythes ont émergé afin d'expliquer et de se réapproprier des pratiques qui auparavant étaient largement inconscientes. Voilà pourquoi on retrouve cette fascination du bâton qui se tient droit dans les sceptres divins et royaux, avec par exemple en Égypte le was, ce bâton fourchu en bas et à la tête recourbée en haut, que les divinités égyptiennes ont souvent en main. Voilà pourquoi, dit autrement, un homme c'est pieux, un homme c'est saint. Oui, je sais, saint vient de sanctus, mais ne sous-estimez pas le pouvoir du langage, en particulier en français, la langue de la fille aînée de l'Église. Et maintenant que vous êtes saint et pieux, vous êtes prêts pour un nouveau commentaire du Nouveau Testament. Je vais vous parler de Stauros, un autre très bel exemple de notre fusion phonético-sémantique chatara. Comment ? Vous ne connaissez pas Stauros ?
Mais enfin, stauros, c'est la croix. Mais vous allez voir qu'il y a eu quelques petites erreurs que le Paraclète se devait de corriger. De quoi s'agit-il? Dans l'évangile de Matthieu, on rencontre stauros à 5 endroits. Dans le chapitre 27, qui parle de la crucifixion, stauros a incontestablement le sens de croix, enfin plutôt de pieux, car oui, tout le monde sait aujourd'hui que la crucifixion ne se faisait pas sur une croix, mais sur un pieu. Mais il reste deux autres occurrences de stauros au chapitre 10 et 16, un peu plus problématiques. Cette fameuse expression du Christ, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». Fameuse expression qui, comme vous allez le comprendre dans quelques instants, repose sur un immense contresens. Pensez-y un instant. Bien sûr que si vous ne me suivez pas, vous n'êtes pas digne de moi, que vous portiez ou non une croix ou je ne sais quoi. Et pour retrouver le sens perdu de cette phrase fondamentale, il faut l'étudier en grec, la langue du Christ, car oui, le Christ faisait ses sermons en grec et non en araméen. On en a déjà pas mal parlé maintenant. Regardons donc de plus près la première occurrence, celle du chapitre 10. Passons d'abord sur l'adverbe grec opisso qui exprime l'idée d'un retour en arrière et qui n'est tout simplement pas traduite dans la traduction officielle. Ça n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la négation on de l'expression « ne prends pas sa croix et ne me suis pas ». Elle n'apparaît en effet pas deux fois, mais une seule fois, juste avant le premier membre de la phrase, celui qui parle de prendre et recevoir, lambano en grec. Et pourtant, les traducteurs ont appliqué cette négation aux deux membres, prendre et suivre, ce qui fait perdre tout son sens à cette phrase, comme je viens de vous le montrer. Dit autrement, la traduction littérale de cette phrase devrait être « Celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi ». Là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Mais le problème, c'est que ce nouveau sens est incohérent avec l'autre occurrence de stauros, celle du chapitre 16, traduite officiellement par « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Vous ne voyez pas la contradiction? Ça va venir. Tout d'abord, dans ce verset, on n'a plus du tout de négation. La phrase est exprimée de façon positive et on voit apparaître un nouvel élément, le renoncement à soi-même, qui, vous allez le voir, est la clé. Mais il y a surtout une grossière erreur de traduction. Car le verbe traduit ici par charger est aéro en grec, qu'on a déjà vu dans ma dernière vidéo. Aéro, cela signifie lever, mais lever au sens de lever l'ancre, lever le camp, c'est-à-dire enlever, supprimer, c'est-à-dire le sens inverse de charger ou celui de lambano qui signifie prendre et recevoir. En fait, la bonne traduction de cette formule du chapitre 16, c'est « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il enlève ses stéréotypes et qu'il me suive. » Car oui, le stauros dont il s'agit ici, ça n'est évidemment pas le pieu concret, mais ce pieu abstrait que sont les stéréotypes. Ces stéréotypes qui nous empêchent de comprendre ou percevoir de nouvelles choses, en particulier linguistiques. Ce même stéréotype dont je vous ai parlé dans ma vidéo intitulée « Biais cognitifs, biais éthiques, triste anthropo ». Et ceci nous permet de revenir à l'autre occurrence, celle du chapitre 10, où il devient évident que ce n'est qu'en supprimant complètement la négation « on » que l'on retrouve un sens cohérent, y compris avec la formulation du chapitre 16, ce qui donne. Celui qui emporte ces stéréotypes et me suit n'est pas digne de moi, soit exactement l'inverse du sens donné à ces formules depuis bientôt 2000 ans. Ce que veut dire le Christ, en effet, c'est que pour comprendre ces paroles, il faut au préalable se détacher de ces stéréotypes, c'est-à-dire de ces habitudes et de ces repères, en particulier linguistiques. C'est d'ailleurs le sens que l'on retrouve dans les deux versets précédents et suivants immédiatement, celui du chapitre 10, où le Christ dit d'abord « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et ensuite,
Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Dans ces deux versets, on retrouve de nouveau ce même concept de perte de repère familial dans le premier et social dans le second. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Christ dit à ses disciples « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Pour comprendre réellement son message, il faut se défaire de tous les stéréotypes et de tous les biais cognitifs et éthiques que nous avons chacun accumulés en grandissant. Comment ? Ça vous étonne que moi, un juif, commente les évangiles? Vous trouvez que j'en fais trop avec le Christ? Mais que voulez-vous? Il est temps de rendre à César ce qui est à César. Quand on fait le travail que je fais, c'est-à-dire remonter à l'origine du langage, il faut être d'une scrupuleuse honnêteté intellectuelle. Et je ne peux décemment pas faire l'impasse sur le fait que le Christ fut le premier, il y a environ 2000 ans, à avoir de profondes intuitions sur l'origine du langage humain, même si, bien sûr, il ne disposait pas des connaissances sur le paléolithique dont nous disposons aujourd'hui. C'est un peu mon côté Don Quichotte. Don Quichotte, vous connaissez ce héros un peu brinque-ballant qui se bat contre des moulins à vent avec son fidèle Sancho Panza, que j'ai eu d'ailleurs le privilège d'interpréter il y a 40 ans dans un spectacle de fin d'année de CM2. Certains s'en souviennent encore. Tiens, mais attendez, Don Quichotte, ça me dit quelque chose? Mais oui, c'est ça, encore ce livre d'entretien entre Claude Lévi-Strauss et Didier Ribon, de près et de loin. C'était où déjà? C'était là. Si le temps m'est donné, sans doute retrouverai-je Don Quichotte qui fut la passion de mes 10 ans. Ou bien, diront certains, tout au long de mon œuvre, une manière de Don Quichottisme n'a-t-il cessé de m'animer? Qu'entendez-vous par là? Demande Didier Ribon. Claude Lévi-Strauss répond. Pas la définition des dictionnaires, manie de redresser les torts, de se faire le champion des opprimés. Le Don Quichotisme, me semble-t-il, c'est pour l'essentiel un désir obsédant de retrouver le passé derrière le présent. Si d'aventure un original se soucie un jour de comprendre quel fut mon personnage, je lui offre cette clé. Je me demande bien quel original il avait en tête. Mais attendez, cet original, c'est moi, le Paraclète. Décidément, Claude Lévi-Strauss était un peu mon Jean-Baptiste à moi, vous savez, ce prophète qui avait annoncé 20 ans avant la venue du Christ. Mais bon, blague à part, reprenons notre cheminement autour de Stauros, ce pieu qu'on plante, qui se dresse droit immobile officiel. On retrouve Chata dans stirps, la souche, la racine. Rappelez-vous, characha en hébreu, la racine dont je vous parlais il y a un an. Stirps d'un côté, characha de l'autre. De stirps dérive par exemple notre extirper. Extirper, c'est retirer un pieu planté dans le sol. Extirper, qui en hébreu se dit natash. Eh oui, mais ne restez pas plantés là les bras ballants. Continuons donc avec stipes, le tronc qui est planté, justement. Stipula, la tige, d'où provient aussi un terme bien connu des juristes, stipulor, qui signifie stipuler, prendre un engagement officiel. On retrouve le bâton en égyptien avec tissou. Tissou. Hop. Le petit faucon. Tissou. Le bâton. Aussi en anglais, avec staff et stiff, raide comme un bâton. Bâton. Et la souche, stub, sur laquelle on trébuche. Stumble, quand on est stubborn.
D'ailleurs, un bâton, en passant, ça sert à bastonner. En particulier, les sots et les stupides. Vous savez de qui je veux parler. Tout comme un fût sert à fustiger. Et un piston sert à pistonner. Piston qui provient du latin pisto, qui signifie un pilon, pilon qui en hébreu se dit ketesh. Et ce détour par le bâton et le pilon me permet de revenir sur le champ sémantique du dur, du bois dur, avec en grec kaston, le bois. D'où provient par exemple notre châtaignier au bois dur et notre castor qui, comme chacun sait, mange du bois. Cassata, qu'on retrouve aussi dans l'anglais cast, qui signifie jeter, mais qui a aussi un autre sens de mouler, ce qui va durcir. Cassata, qu'on retrouve aussi dans notre château, du latin castellum. Et en hébreu, château, c'est château. Non, c'est une blague. Château, c'est pas château. Mais reconnaissez que ça aurait été pas mal. Le château qui se dresse, dur, c'est mon côté trickster. Mais revenons à ce pieu, à ce bâton qui se plante. Quand on l'extirpe, que reste-t-il? Un trou. Et à force de le replanter, et de l'extirper, et de le replanter, et de l'extirper, que doit-on faire à la fin pour que ce bâton reste bien droit? On doit tasser le sol autour du trou, on doit l'estouper. Comment? Vous ne connaissez pas le mot estouper? Mais enfin, on ne vous apprend vraiment plus rien à l'école. Estouper, c'est un verbe qui vient du vieux français qui signifie boucher un trou avec de l'étoupe, par exemple. Qui a donné aussi étouffer. Étoupe, étouffer. Et que l'anglais a conservé avec le verbe shut, mais surtout avec le verbe stop et le mot stuff. Stuff, c'est l'étoupe qui sert à stopper une fuite, mais aussi à coincer un bâton. To stick the stick. Ou stick a deux sens, celui de bâton et celui de coincer. Stick the stick. Ce sens de coincer, on le retrouve aussi en grec dans stupho, qui signifie contracter, serrer, dans sténo, qui signifie étroit, et en latin dans stringo, qui a donné strictus. Et strangulo, qui signifie serrer fortement, et qu'on a déjà vu avec essorer, et dont dérive le fameux stress. Et comme dit mon père, du stress, il ne sort que du bon. Et pour terminer, qu'est-ce qui se bouche? La bouche, pardi. Et oui, une bouche, ça se bouche. Et on retrouve ce même double sens dans le mot grec stoma, qui signifie à la fois la bouche, la pointe et l'embouchure d'un fleuve, et d'où dérive notre estomac, par exemple. L'estoupes qui coince le pieu, avouez que ça vous en bouche un coin, non?
Ah mais ça y est, voilà que ça recommence à rire bêtement dans le fond de la classe chez les Freudiens. Comment? Cette histoire de contraction, ça vous fait penser au pénis coincé dans le vagin ou dans la bouche? Ah mais décidément, vous avez des idées très mal placées. Allez, revenons plutôt à cette merveilleuse estoupe ou qui étouffe, et cette bouche qui se bouche. Que dit-on quand on veut faire taire quelqu'un, par exemple un linguiste ou un anthropologue pharisien? Chut! Taisez-vous! Chut! Taisez-vous! Et en hébreu, shtok! Ou stom, tapé, stom. Bon, là c'est vrai que c'est un samer et pas un shin, mais le samer c'est un petit coquin, on le reverra bientôt. Le mot stom s'écrit aussi avec un shin, quand même, dans les Lamentations, au chapitre 3, verset 8. Et maintenant que vous avez une bonne compréhension de Shatta au Paléolithique, vous êtes prêts pour une relecture éclairante d'un passage très important de la Bible. Car oui, puisque mes amis chrétiens ont eu droit à un commentaire original des évangiles, je ne pouvais pas laisser partir mes amis juifs les mains vides. Ce passage, c'est celui du livre des Nombres au chapitre 24, dans lequel le roi de Moab, Balak, va demander au prophète Bilam de maudire Israël, et où, du fait de l'intervention divine, Bilam va au contraire bénir Israël par 3 fois. Cette histoire, comme vous allez le comprendre, c'est aussi une histoire de Shatta. Tout d'abord, au premier verset du chapitre 24, on retrouve Shatta dans la phrase « Vayashet el hamidbar panav » qu'on traduit par « et il tourna son visage vers le désert ». Mais vous savez maintenant que ce n'est pas de tourner dont il s'agit, mais de planter. Et il se planta face au désert. Mais surtout, le prophète Bilham est appelé Hagever Shetum Ha'ayin, qu'on traduit par l'homme au clairvoyant regard. Mais là, mes enfants, je crois qu'on a fait fausse route. Bilham était clairvoyant, ça c'est sûr, mais ça n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Bilham avait l'œil non pas percé, mais l'œil estoupé. Et oui, Bilham était non-voyant. Bizarrement, personne n'a encore jamais fait ce rapprochement. Seule la linguistique paléolithique nous le permet. Mais le fait que Bilham était aveugle explique beaucoup de choses dans cette histoire qui est fondamentalement une histoire de vision. La vision qu'on connaît le plus, c'est celle du chapitre 22 au verset 23, durant lequel l'ânesse de Bilham voit un ange, Malach, et va s'arrêter brusquement, alors que Bilham ne le voit pas, jusqu'à ce que Dieu dévoile ses yeux Vayagel. Il y a aussi le fait que Balak prend littéralement Bilham par le bras, avec le verbe lakar en hébreu, pour le balader et le poser, le planter en haut de chacune des 3 collines, par exemple au chapitre 22, verset 41. Il y a aussi cette expression où Balak décrit que les enfants d'Israël ont recouvert l'œil de la terre pour exprimer qu'ils sont très nombreux. Au chapitre 22, verset 5, et il y a l'utilisation du verbe or pour exprimer la malédiction, or qui signifie aussi la lumière, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le son Ra. Ensuite, au chapitre 23, Bilham demande à Balak, au roi, de construire un autel. Alors que la construction d'un autel, c'est très personnel. Bon, c'est possible que cela soit un moyen pour Bilham d'humilier le roi, mais c'est beaucoup plus compréhensible si Bilham ne peut pas lui-même construire cet autel. Ensuite, au verset 3, Bilham dit qu'il va chercher Dieu qui lui dira ce qu'il lui fera voir. Là encore, cette expression prend tout son sens si Bilham est non-voyant. Ensuite, au verset 21, Bilham récite « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. » Il ne dit pas ce que lui-même aperçoit ou ce que lui-même voit, mais ce que Dieu aperçoit et ce que Dieu voit. Mais ça n'est pas tout. Que fait Balak quand il en a marre que Bilham bénisse Israël au lieu de le maudire? Il claque des mains, car c'est son seul moyen pour lui faire signe
de s'arrêter. Et enfin, pour terminer, on retrouve Shatta dans le final, lorsque Bilam va se retourner contre Balak et maudire les Bénéchètes, les fils de l'orgueil. Et oui, Bilam était non-voyant et c'est en fait le seul personnage non-voyant de la Bible. Et au Paléolithique, être non-voyant, c'était parfois un signe de distinction, surtout lorsque vous étiez doué pour le langage, vous pouviez alors devenir un grand prophète, un messie, capable de réunir les hommes et les femmes. Ces messies non-voyants, de nombreuses civilisations en ont d'ailleurs gardé le souvenir, en particulier la Grèce antique. Voilà, la première partie de notre exploration de Shatta est terminée. Et il est donc temps de prendre un petit peu de recul. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, à la différence de Tara, que l'on retrouve sous la forme Rata, avec Shatta, il y a très rarement de métathèse, d'inversion. C'est très souvent Shatta et très rarement Tasha, et ce, dans toutes les langues. C'est un premier indice de la force et de la stabilité de Shatta, et donc de son archaïsme. Et si Shatta est si stable, c'est parce que Shatta était le standard de communication au Paléolithique, et qu'on change très difficilement de standard, comme on le sait maintenant. Ensuite, on retrouve Shatta avec le même sens dans les 4 grandes langues que sont le grec, le latin, l'hébreu et l'égyptien, tout comme le son Ra, mais de façon assez différente du son Tara, comme je vous l'ai expliqué dans mes dernières vidéos. Et cette différence entre Shatta et Tara est très importante, car elle recouvre une grande question que se posent encore aujourd'hui les paléoanthropologues. Par où est donc passé Homo sapiens pour sortir d'Afrique il y a environ 70 000 ans? C'est encore un débat assez ouvert avec, pour simplifier, 2 grandes théories. La première s'appuie sur les fouilles très importantes réalisées en Israël ces dernières décennies et postule que la route principale fut celle passant par l'Égypte, Israël et le Levant. La deuxième théorie s'appuie quant à elle sur des fouilles moins importantes réalisées dans la Corne d'Afrique et dans le sud de l'Arabie, mais surtout sur les contradictions relevées dans ces fouilles en Israël pour postuler que la route principale passait par le sud, par la Corne d'Afrique, par le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de l'Arabie, le Yémen. Ce que la linguistique paléolithique nous montre, c'est que si ces 4 langues partagent un fond commun avec notamment Shatta et Ra, il y a néanmoins une rupture importante avec Tara. Et cette rupture est, selon moi, un indice important, plaidant pour une évolution parallèle du peuplement d'Homo sapiens de la vallée du Nil et de l'Arabie et du Levant au Paléolithique supérieur. Dit autrement, les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, ou en tout cas pas à l'époque des pharaons, mais on y reviendra dans mes prochaines vidéos. Et c'est sur ces nouvelles pistes de réflexion que je vous propose de conclure cette première étape de notre tour de Shatta, comme à mon habitude, désormais en sonnant le shofar. Zichron, Zikra, Chronos, Tashrat, Tashat, Tarat. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur l'importance fondamentale des pierres dressées, des pieux qu'on plante et qu'on estoupe au Paléolithique. Vous vous dites certainement, comme à votre habitude, ok, mais concrètement, qu'est-ce que tout cela implique pour mon entreprise? Ah mais décidément, il faut vraiment tout vous expliquer. Bon, rappelez-vous, j'ai commencé cette vidéo sur l'importance des points de repère, alors que tout ce que nous tenions pour acquis, la santé, la stabilité, la monnaie, la paix, la météo, semble s'estomper progressivement devant nos yeux. Je vous ai parlé de l'importance des standards dans l'évolution technologique des 50 dernières années et de leur importance dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. Je vous ai aussi dit quelques mots sur l'importance de bien planter le décor lorsque l'on aborde une négociation. Comment? Vous n'avez toujours pas compris où je veux en venir? Bon, c'est vrai que le chemin est un peu long et alambiqué et que j'ai fait quelques détours pour profiter du paysage. Mais enfin, c'est évident, la clé de la compétitivité de notre pays et de notre prospérité future réside dans la standardisation des échanges interentreprises.
non seulement au niveau comptable, mais aussi, voire surtout au niveau juridique et institutionnel. Car c'est cette standardisation qui permettra de fluidifier et libérer le potentiel de coopération de nos entreprises. Comme je vous l'expliquais il y a plus de 2 ans maintenant dans ma vidéo intitulée « Somme des VA sur somme des CA, un paradoxe à 1300 milliards d'euros ». Cette standardisation des échanges, elle arrive, que vous le vouliez ou non, à commencer par la facturation électronique en 2024. Dans quelques mois, vos collaborateurs, salariés ou non salariés, pourront à tout instant interagir avec des centaines de partenaires au nom et pour le compte de votre entreprise, et cela va changer la forme même de votre organisation pour la précipiter dans l'ère de l'entreprise ouverte. Ça vous fait peur? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova, afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main du premier système de gestion conçu pour standardiser les échanges interentreprises. Alors je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation. Au-delà du plaisir que j'ai à partager avec vous, ce que je considère être une découverte anthropologique majeure, mon principal objectif reste avant tout de contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous. Et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.